Le palais du Maharaja de Rajputala. Tintin, hôte privilégié depuis les dernières pages des cigares du pharaon, écoute les messages de la nuit. Les ondes se révèlent mystérieuses. Le jeune reporter ignore qu'il est d'ores et déjà plongé dans une nouvelle aventure. Le lotus bleu serait bien difficile à suivre si Hergé n'avait pas décidé d'expliquer dès la première case de l'album les raisons de la présence de son héros en Inde. On se souvient de la lutte sans merci que le jeune reporter Tintin avait engagée contre une puissante bande internationale de trafiquants d'opium. Nos lecteurs n'ont pas oublié que le jeune globe-trotter avait réussi à arrêter les principaux affiliés de la bande, à l'exception de leur chef. Nous apprenons que le sympathique reporter et son inséparable Milou sont toujours les hôtes du Maharaja de Rajputala. Hergé n'a aucune intention de laisser à Tintin le temps de s'imprégner des ambiances indiennes. Dès les premières pages du Lotus bleu, le mystère vient frapper aux portes du palais. Un émissaire chinois demande à le voir. Mais avant qu'il n'ait pu révéler son message, l'homme est touché par le poison qui rend fou. Mitsuhirato, on a besoin de vous. Retenez bien ce nom, Mitsuhirato. Le Lotus bleu, la 5e aventure du jeune reporter, est la suite directe des cigares du pharaon. Après un court prologue reliant les deux albums, Hergé lance un défi à Tintin que celui-ci n'hésite pas à relever. En quelques cases, il se retrouve à Shanghai. Dès son arrivée, Hergé laisse planer un premier mystère. Tintin est sous surveillance. À peine installé dans sa chambre d'hôtel, Tintin reçoit un télégramme. Signé Mitsuhirato, l'homme qu'il est venu chercher à Shanghai. Je ne puis vous exprimer le bonheur de pouvoir contempler votre glorieux et vertueux visage. En 1934, Hergé ne s'est pas lancé à la légère. Les lecteurs du Petit 20e découvrent de mois en mois une histoire passionnante et profondément imprégnée d'authenticité. Ce n'est pas un hasard. Hergé a fait la rencontre capitale de Chang Chongzhen, un jeune étudiant de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Cette rencontre fut une révélation pour Hergé. Il confiera plus tard « Je dois à Chang d'avoir mieux compris le sens de l'amitié, le sens de la poésie, le sens de la nature. » De leur complicité résulte un album à 4 mains où l'on découvre une Chine croquée avec justesse et poésie. Hergé prend pleinement conscience de sa responsabilité envers ses lecteurs. Et cela, il le doit en grande partie à Chang. Le lendemain matin, Tintin, charmé par les paroles raffinées de Mitsuhirato, accepte son invitation et décide de se rendre à l'adresse indiquée sur le télégramme.
Le visage de Shanghai a bien changé depuis les années 30. Les néons ont remplacé les lampions et la ville est aujourd'hui encore en mutation constante. Shanghai est séparée en deux par le fleuve Huangpu. D'un côté Pudong, la cité high-tech de demain, et de l'autre Puxi, la ville originale. Le quartier principal de l'intrigue du Lotus Bleu se trouve entre Puxi et Pudong, qui correspond à l'ancienne concession internationale. Depuis les guerres de l'opium au XIXe siècle, les Français, les Anglo-Américains et les Japonais avaient chacun leur quartier, non soumis aux lois chinoises. Les nombreux Occidentaux déambulant dans la ville de Shanghai n'avaient aucune considération pour la population locale. Mais Hergé se défend de l'approche colonialiste et se sert de son héros pour soutenir symboliquement la Chine opprimée. Et quand Tintin est témoin de la violente colère d'un occidental à l'encontre du tireur de pouce-pouce, il n'hésite pas à le corriger en pleine rue. En 1934, c'était vraiment un acte de bravoure que Tintin, issu d'une nation très peu représentée à Shanghai, protège un Chinois, et surtout qu'il le protège d'un Américain. Cela prouve que c'était quelqu'un de bien et de très courageux. Mr. Gibbons, homme d'affaires américain, s'est réfugié dans un club privé occidental. Outré par l'attitude du jeune Blanc-bec, il se confie à son ami, chef de la police de la concession. L'histoire des concessions est absolument fascinante. En 1840, les Anglais se sont battus contre les Chinois pour obtenir le droit de leur vendre l'opium provenant de leur colonie indienne. Les Chinois ont perdu ce qu'on a appelé la première guerre de l'opium et ont dû concéder aux Britanniques, aux Américains et aux Français une partie de la ville. Cette période est souvent perçue comme une époque coloniale. Et c'est vrai dans un sens. Mais c'était surtout, à mon avis, une ville cosmopolite qui vibrait au rythme du commerce mondial, de la finance internationale et aussi de la culture. Dans ce qui fait la nature même de Shanghai, ces zones internationales ont joué un rôle unique. On pourrait même dire qu'elles lui ont donné tellement que dans les années 30, Shanghai était le Paris de l'Orient, la ville la plus importante d'Asie et de loin la ville la plus cosmopolite qu'on pouvait trouver à l'est de Suez. Entre-temps, Tintin arrive à destination. L'adresse de Mitsuhirato correspond à une boutique de prêt-à-porter. L'homme se révèle être japonais. Il annonce au reporter que le Maharaja de Rawajputala est en grand danger et lui conseille vivement de rejoindre les Indes au plus vite. Tintin, soucieux, regagne sa chambre d'hôtel. Les derniers mots de Mitsuhirato résonnent dans sa tête. Méfiez-vous de tout le monde ici, et surtout des Chinois. Votre vie ne tient qu'à un fil. De retour à son hôtel, fasciné par les charmes de la cérémonie du thé, le jeune reporter ne se doute pas du danger venu de la nuit chinoise. En 2 temps, 3 mouvements, Tintin se lance à la poursuite de son agresseur. Mais celui-ci, plus rapide, finit par se confondre avec les ombres.
Le jeune homme n'a pas d'autre choix que de retourner à son hôtel. Interpellé par la réceptionniste, il découvre une lettre accompagnée d'un paquet. Monsieur Tintin, venez ce soir à 10 h dans la rue qu'on nomme Tai Ping Lu. Mettez les vêtements qui se trouvent dans le paquet. Tintin, déguisé en chinois, passe inaperçu dans les ruelles de Shanghai. Comme indiqué dans la lettre, il aperçoit une lanterne à l'entrée d'un cabanon. Personne ne répond. Étrange rendez-vous. Tintin baigne en plein mystère. Son interlocuteur reste silencieux. Est-il sourd? Se moque-t-il de lui? Tintin décide de s'en aller. Mais au dernier moment... Lao Tse l'a dit, il faut trouver la voie. Je vais d'abord vous couper la tête. Ensuite, vous connaîtrez la vérité. Tintin n'a perdu aucun de ses réflexes et parvient à maîtriser le dangereux chinois, visiblement pris de folie. Déçu de n'avoir rien appris à Shanghai, Tintin embarque dès le lendemain pour Bombay. Le Maharaja a besoin de lui. Monsieur Mitsuhirato, en parfait gentleman japonais, est venu lui faire ses adieux. Mais Tintin est loin d'être au bout de ses surprises. Le soir même, il est kidnappé. Deux caisses ont été balancées par-dessus bord.